va commencer par l'intervention de Monsieur Mathieu Colonval, qui est professeur agrégé de mathématiques dans un lycée d'Orléans. Monsieur Colonval, allez-y, je vous en prie. Bonjour à tous. Ça fonctionne ? Oui, donc bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis professeur de mathématiques dans un lycée à Orléans. Donc je suis venu à l'invitation de la Fédération Études Plus pour vous parler un petit peu des maths dans notre quotidien. Alors pour cela, j'ai choisi d'écrire une petite histoire. C'est la journée, une journée type d'une famille. Hein. C'est notamment l'anniversaire donc de la mère qui s'appelle Thècle. Et donc, au travers de cette histoire, qui est tout à fait concrète, on va voir un petit peu comment les mathématiques du secondaire, donc notamment collège et lycée, apparaissent dans cette histoire. Voilà. Donc, vous avez la petite histoire, hein, je ne vais pas la relire. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 3 février 2016, et c'est donc l'anniversaire de Thècle, qui a 46 ans. Et qui essaye de se rappeler le jour de la semaine de sa naissance. Donc pour cela, donc voilà, alors à chaque fois que je propose une petite partie de l'histoire, nous verrons les programmes scolaires sous-jacents. Donc par exemple, nous aurons besoin pour cette recherche du jour de la semaine d'arithmétique, notamment la division euclidienne. Donc la division euclidienne, nous la retrouvons dans le programme actuel de 6e et nous la retrouverons dans le cadre de la réforme du collège, puisque les programmes de collège changent l'année prochaine en cycle. Donc le cycle 4, ce qui correspond aux classes de 5e, 4e, 3e. Le cycle 3 qui correspond au CM2, 6e, et le cycle 2, donc c'est avant. Donc la division, la notion de diviseur, déjà présente dans les programmes de cycle 2, donc au primaire. Et on revoit ça en terminale S, spécialité. Pardon ? Les congruences, etc. Voilà, la division euclidienne, congruence, il y a beaucoup d'arithmétique. Donc je rappelle ce que c'est qu'une année. Une année, c'est 365 ou 366 jours, suivant qu'il y ait une année bissextile ou non. Et ça va être important pour déterminer le jour de la semaine. C'est quoi une année bissextile ? Une année bissextile, donc c'est une définition plutôt mathématique, mais un petit peu compliquée. Une année bissextile, c'est une année divisible par 4, sauf les millésimes de siècle, mais dans les millésimes de siècle, sauf ceux divisibles par 400. Alors par exemple, 2016, vous le savez tous, va être bissextile, puisque 2016 est divisible par 4. Pourquoi on le sait ? Parce que 16 est divisible par 4, il suffit de prendre les deux derniers chiffres. 1900 n'était pas bissextile, 1800 non plus, mais 2000 l'était, puisque divisible par 400. Donc combien y avait-il de jours, combien y a-t-il eu de jours entre le 3 février 1970 et aujourd'hui ? Eh bien, pour le savoir, il suffit de soustraire les deux millésimes, de multiplier par 365. Donc 16 790 jours de passé. On n'a pas compté les années bissextiles, on les compte. Donc combien y a-t-il de jours d'années bissextiles à rajouter ? Alors l'année bissextile avant 2016 est 2012. L'année de bissextile avant 1970 et 1968. Donc je fais la différence multipliée par 4. Nous avons 11 années bissextiles. Donc en tout, 16 801 jours. Donc quel jour était l'anniversaire de Thècle ? Eh bien, nous allons faire la division euclidienne de 16 801 par 7. Pourquoi 7 ? Parce que quand je remonte de 7 jours dans le temps, on retombe sur le même jour. Aujourd'hui, on est mercredi, il y a 7 jours, on était mercredi, il y a 7 jours, on était mercredi, etc. etc. Et donc, quel était le 3 février 1970 ? Donc, on fait la division euclidienne par 7, donc 2400 semaines, ça fait beaucoup, plus un jour. Donc,
Mais non, mardi. Hein, puisque on remonte dans le temps. Donc on est mercredi, plus 1, mardi. Donc c'était un mardi. Alors, pour aller plus loin sur ces histoires de calendrier, j'aurais pu vous parler, je ne vais pas du tout le détailler, mais les mathématiques permettent de construire des calendriers différents d'une autre, notamment le calendrier julien qui est le plus simple, le calendrier Jalali qui est encore utilisé de nos jours en Afghanistan, je crois, et en Iran, qui est basé sur l'algorithme d'Euclide, hein, en troisième. Par exemple, le calendrier Jalali, il s'agit de rajouter 8 années bissextiles dans des cycles de 33 ans. Ce qui paraît assez simple. Par exemple, 4 x 8, 32. Donc il suffit de faire 8 cycles d'années bissextiles tous les 4 ans, comme nous. Et puis rajouter une année bissextile au bout de 5 ans. Et ce calendrier-là est plus précis que le nôtre. Hein, puisque... il y a une différence de 2 jours, je crois, pour 10 000 ans, alors que le nôtre, c'est 3 jours pour 10 000 ans. J'aurais pu aussi parier avec vous, j'aurais pu vous expliquer pourquoi je suis sûr que dans l'Assemblée, il y a 2 personnes qui sont nées le même jour. Et vous êtes à peu près une cinquantaine, j'aurais 70% de chance d'avoir raison, à peu près. Donc, je continue l'histoire. Les 2 petits derniers lui ont préparé un délicieux gâteau pour son anniversaire. Donc, il y a une recette du baba aux fraises. Donc, je vais vous montrer la recette du baba aux fraises. Donc, dans la recette, dans n'importe quelle recette, il y a un petit peu de mathématiques dans le sens où, généralement, le nombre de convives est différent de celui de la recette. Donc, on y voit de la proportionnalité. Vous allez voir que dans cette recette, on parle de thermostat de four. Alors, il y a aussi de la proportionnalité. Et ce qui va être intéressant, c'est que les mathématiques permettent de s'organiser pour faire cette recette et d'optimiser le temps passé en cuisine. Donc, les programmes proportionnalité. Et pour l'optimisation, ça va être en terminale ES spécialité, avec la notion de graphe orienté. Donc voilà la recette du baba pour 4 personnes. Donc les enfants veulent la faire pour 6 personnes. Donc on voit bien que chaque quantité va devoir être multipliée par une fraction, hein, par proportionnalité. En l'occurrence, 6 quarts. Donc nous avons ensuite une liste de tâches. Donc la recette, elle est un petit peu compliquée. Donc ici, nous voyons thermostat 7, thermostat 8. À quoi ça correspond? Eh bien, pour passer en degrés Celsius, vous le savez tous, on multiplie par 30. Par exemple, thermostat 7, ça correspond à 210 degrés. Voilà. Donc que vont faire les enfants pour s'organiser? Ils vont faire un graphe. La tâche 1, ensuite la tâche 3, la tâche 4, la tâche 5, la tâche 6. Ces tâches doivent absolument être faites dans l'ordre. Hein. Mais nous voyons que par exemple la tâche 2, la tâche 7, la tâche 8 au-dessus peuvent être faites indépendamment. D'accord? Donc si je fais toutes les tâches dans l'ordre, si je suis ma recette dans l'ordre, je vais passer 106,5 minutes pour faire le baba. La chaîne la plus longue, c'est celle-ci. Elle dure 75 minutes. Donc celle-là, on ne peut pas faire la recette en moins de 75 minutes. Hein. Mais les autres chaînes, ici, peuvent être faites pendant le temps de la plus longue chaîne, ici. D'accord? Surtout si on est 2. S'il y a 2 enfants, voilà, ils peuvent se partager les tâches. Et on peut calculer qu'on gagne 31,5 minutes. Ce qui n'est pas négligeable. En plus de s'organiser pour faire la recette. Voilà. Donc ensuite, il s'agit de découper le gâteau. Alors là, je ne vais pas parler d'une réelle utilité dans la vie quotidienne, mais bon, il y a un petit côté amusant.
comment découper ce baba en 6 parts, hein. Donc tout d'abord, il a l'air tout à fait appétissant, même s'il est un petit peu tôt pour le manger. On va le couper en deux. Donc on va supposer qu'il n'y a pas de problème. On va localiser le centre. Et puis, donc là, on va, avec le couteau, se placer perpendiculairement au rayon en son milieu. Hein, ça, c'est assez facile à réaliser. Et donc, on va faire une petite marque ici, une petite marque ici, et on va couper comme ça. Et en fait, ce triangle est équilatéral. Pourquoi ? Parce que ici, nous avons 2 rayons. Parce que j'ai tracé la médiatrice du segment, donc ce segment à même longueur que celui-ci. Et donc, l'angle ici mesure 60 degrés. Ce qui est un sixième de 360 degrés. On peut aussi utiliser le fait que l'angle aigu dont le cosinus est 1,5, c'est 60. Donc là, les programmes scolaires, donc le cosinus d'un angle en 4e ou en 5e, les propriétés relatives à la médiatrice d'un segment. Ah, là, je fais du copier-coller des programmes scolaires hein, quand j'écris. Alors, ce que je n'ai pas dit dans l'histoire, c'est qu'avec ce baba aux fraises, ils vont manger des fruits au sirop. Donc, la boîte de fruits au sirop, donc là, on va se placer du point de vue d'un industriel. Donc, des boîtes de fruits au sirop, on en a tous dans notre cuisine. Et pourquoi a-t-elle cette forme-là ? Donc, cette boîte a un volume de 850 millilitres. On se met à la place d'un industriel. Il s'agit de minimiser la surface de métal utilisée hein, pour avoir notamment des coûts minimales. Et donc pour ça, les programmes scolaires, donc à partir de la première, avec la notion de fonction, de dérivée, d'étude de fonction, et donc d'extrémum. Hein, c'est ça qui va être important. Donc l'exercice classique qu'on a tous fait au moins une fois en cours, c'est l'optimisation sans contrainte industrielle. C'est-à-dire que on va essayer d'optimiser l'aire de la boîte. Alors, le volume, on l'exprime en fonction de sa hauteur et du rayon. Volume d'un cylindre, pi r carré h, centimètre cube. L'aire de la boîte, c'est la somme de l'aire latérale et de l'aire des 2 disques. Donc les formules apprises au collège. Et donc on exprime la hauteur en fonction du rayon pour n'avoir plus qu'une variable, R. L'aire de la boîte est donnée par cette formule. Et pour avoir une aire minimale, on va dériver donc cette fonction. Donc là on est en première. On va donc étudier son signe. Hein, je n'ai pas détaillé tout ça. Hein. Et donc on va voir que cette fonction R a un minimum pour un diamètre égal à la hauteur. Une hauteur de 10,27 cm. Alors ça ne correspond pas à la réalité. Hein, puisque si vous mesurez dans votre cuisine votre boîte, la boîte elle mesure plutôt 11,5 cm avec un diamètre d'environ 9,7. Donc on va regarder un petit peu les contraintes industrielles. C'est quoi ? En fait, les parties de la boîte sont usinées, sont découpées dans des plaques. Parce qu'une plaque, c'est facile à usiner, une plaque métallique. Donc il n'y a pas de problème sur la partie latérale, puisqu'en fait c'est un rectangle qu'on déforme, mais il y a un problème sur les disques. Donc comment découper les disques dans la plaque ? Alors la première idée, c'est de faire ça. En faisant ça, en regardant le taux de chute, on a un taux de chute de 21,5%. Deuxième idée, on crée un réseau d'hexagones réguliers. Et donc là, en faisant le rapport entre l'aire du disque et l'aire de l'hexagone, on obtient 90,7%. Alors le problème, c'est qu'il faudrait une plaque infinie sur les bords parce qu'on ne s'est pas préoccupé des bords. Et en fait, la solution adoptée par les industriels, donc j'avais appelé une boîte, une entreprise de boîte de conserve hein, qui m'avait donné son secret. Donc en fait, ils font 2 lignes comme ceci, deux lignes de disques qui vont découper en créneaux.
Et sur chaque ligne, il y a donc 8 disques. Hein. Et donc le taux de chute, comment on le calcule? Ben, on a 16 disques. Et puis l'aire de la plaque, eh bien, il suffit, donc la longueur, ben, c'est 16 rayons, puisqu'on a 8 disques. Et la largeur, ça, on peut le calculer, les élèves peuvent le calculer facilement, hein, c'est le rayon du disque, plus, donc 2 fois le rayon, plus la hauteur d'un triangle équilatéral de côté 2R. Donc un coup du théorème de Pythagore, racine de 3R. Je calcule l'aire de ma plaque et j'obtiens un taux de chute de 15,8%. Et ça, c'est conforme à la réalité. Hein. Alors, quand je recalcule mon aire de surface utilisée en fonction du rayon, je dérive, j'étudie ces variations, j'obtiens bien une hauteur de 11,5 cm et un diamètre d'environ 9,7 cm. Donc, ce qui est les dimensions réelles de vos boîtes de conserve. Alors, pour aller plus loin, j'aurais pu vous parler du fait pourquoi les industriels ne prennent pas un parallélépipède plutôt qu'une boîte cylindrique. Bah, on peut démontrer dans le supérieur que si on veut un parallélépipède, déjà, c'est le carré qui minimise la surface utilisée, mais que ce carré utilise 538 cm² de métal, contre 526 pour nos boîtes. Donc c'est plus. J'y reviendrai à la fin du diaporama. On aurait pu parler du contrôle qualité sur la chaîne de production. Ça, ce sont des exercices classiques en terminale, avec la notion de... Donc ce sont des probabilités, loi binomiale échantillonnage, loi normale, intervalle de fluctuation. De quoi il s'agit? Donc on a notre chaîne de production. Quand la machine est bien réglée, l'industriel connaît le taux de boîtes de conserve qui ont des défauts. Il va prendre un échantillon dans sa production, sur sa chaîne de production, et en fait, il doit décider si il doit arrêter sa production et régler la machine, ce qui coûte cher, ou pas. C'est-à-dire, il prend un échantillon, il obtient un taux plus important de boîtes de conserve qui ont des défauts, mais est-ce que ce taux il est anormalement élevé ou pas, au sens des probabilités? Par exemple, quand je jette un dé équilibré, je peux obtenir un certain nombre de 6 à la suite. Ce n'est pas pour ça que le dé est truqué. Voilà, donc les probabilités de terminale permettent de répondre à cette question. Il permet donc au chef de la production de prendre une décision. Et en fait, il va obtenir une sécurité puisqu'on peut montrer qu'il va avoir 95% de chances de prendre la bonne décision. Il n'aura que 5% de chance de se tromper en arrêtant la production, sachant que la machine est bien réglée. Donc il contrôle son taux d'échec. Donc ensuite, nous passons, on revient à l'histoire, après avoir lavé le carrelage de la cuisine. Donc le carrelage de la cuisine. Voilà le carrelage de la cuisine. Alors, il n'est pas très joli, hein, c'est un carrelage des années 70. Donc, du point de vue des programmes scolaires, il s'agit du cycle 4 qui reviendra l'année prochaine, avec la notion de transformation du plan. Donc, translation, symétrie, rotation, homothétie, qui était sortie des programmes scolaires. Hein. Donc, au collège, puis au lycée. Donc là, un retour en force. Donc la notion sous-jacente, c'est la notion de pavage. Hein. Comment on peut construire des pavages avec des mathématiques pour faire des carrelages beaucoup plus sympathiques. Alors par exemple, à partir d'un hexagone, hein, qui est la tuile en fait de base, on trace un premier contour qu'on va faire tourner de 120 degrés. On trace un deuxième contour qu'on fait tourner de 120 degrés. On trace le dernier contour qu'on fait tourner de 120 degrés. Et là, on a obtenu une tuile de pavage. Donc en tournant cette tuile, on va pouvoir remplir l'espace. Voilà. Donc ça fait tout de suite un carrelage plus sympa.
Donc le deuxième exemple que je peux vous montrer, c'est à partir d'un parallélogramme et de translation qui reviennent au collège. Donc on construit un premier contour qu'on translate, un deuxième contour qu'on translate. Et donc là, nous avons une nouvelle tuile et on va pouvoir remplir l'espace par translation. Donc ça fait penser un petit peu au pavage d'Escher que vous connaissez. Donc on revient à notre histoire. Donc après avoir lavé le carrelage, on va faire la vaisselle. Donc là, du point de vue des programmes scolaires, conversion d'unités, proportionnalité. Et donc la transition, là, le texte en vert, hein, je le tire aussi des programmes scolaires. Hein. Donc là, ça ne va pas être compliqué. On prend une situation réelle. Donc quand on a le robinet grand ouvert, 15 litres d'eau par minute de consommé, un prix de l'eau au mètre cube de 92, et puis 13 minutes de vaisselle journalière. Voilà, on calcule donc le prix de l'eau sur une année. Donc nous avons d'abord une petite conversion à faire, passer des mètres cubes en litres, donc des décimètres cubes, et ensuite un calcul de proportionnalité pour une somme de à peu près 208 € par an. Alors que si on éteint l'eau quand on frotte la vaisselle, nous allons consommer que de l'eau pendant 5 minutes. On refait les mêmes calculs et on peut voir qu'on a 128 € d'économie sur une année, ce qui n'est pas négligeable. C'est pareil pour les douches. Donc ensuite, Sigismond a acheté sur Internet 2 billets pour une escapade à Venise. Il a donné les 15 chiffres de sa carte bleue. Alors derrière tout ça, il y a énormément de maths. On va en voir quelques-unes. Alors tout d'abord, sur Internet, Sigismond, il a tapé des mots-clés. Il a tapé escapade à Venise et il a eu des pages qui sont apparues dans un certain ordre. Alors pourquoi cet ordre? Alors pour beaucoup de raisons, mais en particulier parce que Google classe les pages web selon leur pertinence. Donc il calcule, il donne un score aux pages suivant un principe que je vais vous expliquer un petit peu. Donc là j'ai pris par exemple un mini web de 4 pages, en fait il y en a beaucoup plus, et donc il y a des liens hypertextes entre les pages. Et en fait, plus une page reçoit de liens hypertextes, et plus elle va être importante. D'autant plus que les sites finalement qui ont des liens vers cette page sont importants eux-mêmes. Hein, c'est ça qui va faire le score de la page. Donc ça, c'est étudié en terminale S ou ES spécialité. Derrière, il y a des notions de graphe, de marche aléatoire, et notamment d'étude asymptotique d'une marche aléatoire. Hein, on travaille avec des matrices. Donc si je reprends mon mini graphe, on lui associe une matrice de transition. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ici, il y a les probabilités de passer d'une page à une autre. Par exemple, pourquoi un tiers, un tiers, un tiers? Parce que si je suis sur la page 1, première ligne, il y a 3 liens, un vers la page 3, un vers la page 4, un vers la page 2. Ces liens sont équiprobables, donc j'ai une chance sur 3 d'aller sur la page 2, une chance sur 3 d'aller sur la page 3, une chance sur 3 d'aller sur la page 4. Ici, de là, j'ai 1 parce que si je suis sur la page 2, deuxième ligne, je ne peux aller que sur la page 1. Il n'y a qu'un lien vers la page 1. D'accord? Donc je vais sur la page 1 avec probabilité 1. Donc on remplit ce qu'on appelle une matrice de transition. Maintenant, Google il tient compte d'un coefficient d'échappement. C'est-à-dire que quand on se promène donc, sur ce mini-graphe en cliquant sur des liens de manière aléatoire, d'accord? Eh bien, avec probabilité 0,15, on peut revenir sur n'importe quelle page. On quitte les liens et on revient sur n'importe quelle page. Google considère que quand on a suivi 6 liens en moyenne,
par exemple, on revient à la première page où on retape les mots-clés pour recommencer sur une nouvelle page. Et donc, nous obtenons une écriture donc matricielle, hein, où UN, c'est la matricine des probabilités d'être sur les différentes pages. Et en fait, le score de chaque page, c'est en fait donné par la matrice asymptotique, c'est-à-dire celle qui vérifie cette égalité-là. Alors, c'est un petit peu technique, mais hein, la suite de matrices UN converge vers elle, on dit. Hein. Et donc finalement, la pertinence d'une page est déterminée comme la probabilité pour un surfeur aléatoire d'être sur cette page après un très grand nombre de clics. Hein, c'est finalement le taux de passage sur chaque page. C'est ça qui fait l'importance d'une page pour Google. Alors par exemple ici, la page la plus importante, c'est la page 1. Elle va avoir un taux de passage de 0,36. Après c'est la page 2, après c'est la page 4. Pour aller plus loin, j'aurais pu aussi vous parler par rapport à Internet du système RSA, hein, qui est un système cryptographique à clé publique, qui est très utilisé donc pour sécuriser des communications, et notamment pour l'identification d'un ordinateur distant. Hein, quand il y a un ordinateur qui se connecte à un serveur dans un réseau, voilà, il y a des clés de sécurité, et notamment basées sur ce système RSA. Ce système RSA, il est un petit peu compliqué. Il est basé sur l'arithmétique des congruences et le théorème de Fermat qu'on voit en terminale S spécialité. Hein, dans les programmes, c'est clairement dit que l'un des problèmes que l'on peut étudier est le principe du système RSA. Hein, bon, là, je ne rentrerai pas dans le détail. J'aurais pu vous parler du routage Internet. Hein, quand on tape des mots-clés sous Google, on va chercher une requête par exemple aux États-Unis, eh bien, il y a différents routeurs qui permettent de passer de réseau en réseau. Et donc, il faut choisir le plus court chemin, que l'information aille le plus vite possible. Et donc, derrière ça, il y a l'algorithme de Dijkstra, dont je vais reparler dans quelques instants. Donc, il a rentré les 15 chiffres de sa carte bleue. Dans une carte bleue, il y a des mathématiques. Alors notamment parce que les 15 chiffres ici, derrière ces 15 chiffres, il y a l'algorithme de Lune, hein, qui permet de vérifier si les 15 chiffres ici correspondent à une carte bleue. Hein, des fois, vous vous trompez dans un chiffre, mais on vous dit erreur. Hein, alors derrière, c'est cet algorithme-là, donc notion d'algorithme, il y a de l'arithmétique. Hein, l'algorithme qui revient en très très grande force au collège, hein, qui est apparu au lycée il y a quelques années et qui arrive dans le cycle 4 en très grande force. Donc quel est cet algorithme? En fait, on va prendre les chiffres de rang impair, 5, 3, 1, 6, etc. On va les multiplier par 2. Si le total dépasse 10, on va les ramener donc sous 10 en faisant la somme des deux chiffres. Par exemple, 2 fois 6, 12. On va faire un plus 2. 3. Et en fait, ça revient enlever 9. Ça revient enlever 9. 2 fois 6, 12, moins 9, 3. Donc c'est ce que fait l'algorithme de Lune. Hein, il multiplie par 2, puis il soustrait éventuellement 9 pour les chiffres impairs, et il va ajouter la somme des chiffres pairs, et le total doit être un multiple de 10. Voilà, c'est ça qu'il y a dans notre carte bleue. Donc, encore une fois, il y a le système RSA dans notre carte bleue pour authentifier la carte bancaire. Hein. Donc là, il y a des maths aussi à ce niveau-là. Donc, le départ est prévu dans l'après-midi. Sigismond démarre sa voiture, qu'il a achetée à crédit, mais en promotion. Donc, l'achat de la voiture. Alors, la promotion, c'est quoi? Le vendeur lui avait proposé 15% de remise sur le prix hors taxe. Alors, Sigismond n'était pas content. Donc, le vendeur lui a dit, écoutez, je vous fais 15% de remise sur le prix, toute taxe comprise. Et là, il était content. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Voilà, effectivement. Alors derrière cette petite situation, il y a de la proportionnalité, hein. Dans les programmes, nous voyons que appliquer des pourcentages, par exemple, aux remises, voilà, c'est ce qu'on fait ici. Et voilà, en fait, vous l'aviez deviné, mais c'est exactement pareil, hein. Voilà. Puisque si je multiplie le prix hors taxe par 1,20 pour avoir le prix de toute taxe comprise, après je vais le multiplier par 0,85 pour avoir la réduction, c'est pareil que d'appliquer la réduction avant. Alors que de prime abord, c'est vrai que ça paraît plus intéressant. Hein, puisque le prix de toute taxe comprise est plus gros, on se dit, voilà, le pourcentage sur un prix plus gros, on va y gagner. Mais en fait, pas du tout. Donc, derrière un emprunt, c'est des maths, hein. Les plans de remboursement, c'est des maths. Donc, en terminale S, des suites arithmético-géométriques, le raisonnement par récurrence, somme de termes d'une suite géométrique, et surtout en filière STMG, hein, qu'on voit les problèmes donc relatifs aux intérêts, aux emprunts, etc. Donc, avec la notion clé de suite arithmétique et de suite géométrique. Et donc, pour certaines résolutions, le tableur est indispensable. Effectivement, le tableur, hein, est un outil mathématique important dans nos classes, hein, notamment pour faire des simulations, des conjectures. Donc, derrière la notion, donc le crédit, un capital emprunté, un taux d'intérêt, montant des remboursements. Un élève de terminale STMG est capable d'arriver après des calculs, après des simulations sur tableur, sur cette formule qui est importante, donc qui donne en fait le montant des remboursements en fonction du capital emprunté, du temps, de la durée du crédit, du taux d'intérêt pardon, et de la durée du crédit. Donc par exemple, si Gisement emprunté 13 000 euros sur 48 mois à 3,5%, on peut calculer qu'il va devoir rembourser 290,63 euros par mois. Voilà. Alors à chaque fois, j'aurais pas le temps de vous les montrer, hein, en 50 minutes, mais j'avais prévu des liens ou avec des exercices concrets, hein, qu'on fait en classe sur toutes ces notions-là. Pour aller plus loin, j'aurais pu vous parler des livrets d'épargne, hein, c'est pareil, c'est des pourcentages, des taux d'évolution, des taux d'intérêt, donc des choses qu'on retrouve dans les programmes. Bon, le numéro de compte bancaire qui a 21 caractères avec une clé de vérification. Une clé de vérification qui permet de vérifier si c'est de l'arithmétique. C'est comme votre carte vitale, c'est pareil. Toutes ces situations avec des clés, c'est de l'arithmétique simple en fait. Il glisse rapidement un CD dans son autoradio. Alors le CD, dans le CD, il y a pas mal de mathématiques. Au-delà de sa forme, bon, il est rond, d'accord, hein, donc c'est déjà des maths. Mais dans un CD, en fait, qu'est-ce qu'on a graphé sur le disque? Des octets. C'est quoi des octets? C'est 8 bits, c'est-à-dire des 0 et des 1. Hein, c'est l'écriture binaire des nombres. Alors par exemple, ici j'ai un octet, 8 bits, 0010111110, qui correspond à 46 en écriture décimale. 0 fois 2 puissance 0, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 2, etc. Vous voyez, ce n'est pas des 10, c'est des 2. C'est ça la différence avec le système décimal. Et donc, on va creuser des sillons, hein, sur le disque pour avoir des 0 et des 1 qui transportent de l'information. Hein. Donc derrière tout ça, il y a la notion de canal binaire, hein, en théorie de l'information, hein, donc qui sont fabriqués donc avec ce système d'octets. Alors, ce que je vais vous montrer là dans le CD, donc il y a de l'information. Et à chaque fois qu'il y a de l'information, même dans un téléphone portable, dans une sonde voyageur qui envoie de l'information, il y a ce qu'on appelle des codes correcteurs, détecteurs et correcteurs d'erreurs, hein, qui sont basés donc sur des principes mathématiques, alors, de haut niveau, hein, en général,
mais on peut voir les principes déjà avec des outils de terminal. Alors par exemple, sur un CD, nous avons une suite de 5 octets. Alors en fait, il y en a beaucoup plus, hein, mais j'ai pris un exemple simple, 5 octets, donc avec les valeurs décimales des octets. Un octet, c'est un nombre compris entre 0 et 255, puisque c'est 8 bits. Hein. Et donc, qu'est-ce que va faire derrière, dans un CD, il y a un code détecteur et correcteur d'erreur qui s'appelle le circ. Et qu'est-ce qu'il va faire en fait? Avant de graver les octets sur le CD, il va les mélanger. Il va les permuter. Pourquoi? Parce que quand on va avoir une suite d'octets qui vont être abîmés, par exemple par une rayure ou une trace de doigt localisée, donc le code correcteur a besoin de localiser les erreurs, donc finalement de les séparer. Donc d'abord, il va les mélanger. Donc quand on a fait une rayure sur le CD, eh ben, il va ce qu'on appelle les désentrelacer, d'accord, pour isoler les erreurs. Donc derrière, voilà, il suffit d'une petite matrice de permutation et de son inverse, hein, pour faire le travail. Ensuite, le principe du code correcteur, détecteur et correcteur de l'erreur sur le CD. Donc on peut parfaitement expliquer à un élève de terminale avec ces outils. Donc ici, j'ai pris une suite de 3 octets seulement. Et en fait, on rajoute 2 bits de parité, comme on dit, c'est-à-dire la somme des octets et la somme pondérée des octets, A1 plus 2A2 plus 3A3, pondérés par leur remplacement. Et ça permet de détecter l'erreur et de la corriger. Alors pourquoi? Alors normalement, ce n'est pas 3 octets, c'est 24 hein, sur un vrai CD. Donc par exemple, à la lecture, vous voyez, l'octet A2 est faux. Hein, il y a une poussière, l'octet A2 est faux, on lit B2 à la lecture. D'accord? Le circ qui va calculer A1 plus B2 plus A3, c'est-à-dire la somme de ces 3 octets. Il va retirer S1 qui connaît. Et S1 ne peut pas être abîmé hein, sur le CD. Il est présent sur le disque et il ne peut pas être altéré. Donc là, il va voir qu'il y a une erreur, parce que la différence est non nulle. Si la différence est nulle, il n'y a pas d'erreur. Il dit qu'il n'y a pas d'erreur. Si la différence est non nulle, il y a une erreur et ça donne même la valeur de l'erreur. Hein, puisque ça donne B2 moins A2. Donc par exemple, il y a une différence de 8. Il manque 8, le nombre 8 en information. Donc ensuite, il calcule la somme pondérée de A1, B2 et A3. Il retire S2. Il obtient donc ce résultat-là. Et en divisant par A2 moins A2, il obtient le numéro de l'octet qui est corrompu. Ici, le deuxième. Donc, vous voyez, là, derrière ça, il y a la notion de code correcteur, détecteur et correcteur d'erreur. Et c'est ce que fait un CD, hein, parce que sinon, Alors, c'est plus compliqué que ça en réalité. Hein. Alors, pour aller plus loin, j'aurais pu... on peut parler de code correcteur et détecteur d'erreur dans tout... dès qu'il y a une transmission d'un message, un téléphone portable, dès qu'il y a de l'information qui circule, derrière, il y a des maths, il y a des codes correcteurs. Hein, par exemple, on peut répéter 3 fois l'information. Alors ça pèse lourd, mais si je répète 3 fois l'information, ça permet de détecter l'erreur. Hein. Si je répète 3 fois le même bit, si je vais envoyer 0, je vais envoyer 0, 0, 0. Bon, ben, si j'ai 0, 1, 0, il y a une erreur. D'accord? Voilà, on aurait pu aussi voir pourquoi, donc, quand Sigismond écoute son CD, pourquoi une même note produite par un piano ou un violon n'a pas le même timbre. Derrière, c'est la décomposition d'un son en sa fondamentale et en harmonique. Donc ce sont les séries de Fourier qui sont étudiées en BTS. Alors, sur la boîte du CD, il y a un code barre. Dans un code barre, le principe est mathématique. Donc encore une fois, le code barre,
Nous avons ici des jeux de bits, ici, hein, des 0 et des 1, qui correspondent à des chiffres. Donc 9, 7, 8, 2, 2, 8, 6, etc. Le dernier chiffre ici, c'est la clé de vérification, hein, qui permet de voir s'il y a une erreur lors de la lecture du code barre. Alors, les notions sous-jacentes, hein, c'est toujours la division euclidienne ici, et de l'arithmétique. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je calcule la somme des chiffres placés à un rang pair, 7 plus 2 plus 8, etc. Je calcule la somme des chiffres placés à un rang impair, et je calcule le nombre i plus 3p. Donc somme des chiffres de rang impair plus 3 fois la somme des chiffres de rang pair, et ça doit être un multiple de 10. D'accord? Alors par exemple ici, hein, quand je prends 9, 7, 8, 2, 2, 8, 6, etc., on calcule i plus 3p, c'est 120. 120, c'est bien un multiple de 10. Donc je ne vais pas avoir... le code est valide. Il consulte ensuite l'infotrafic de son GPS. Donc dans le GPS, il y a aussi des maths. Donc c'est quoi le GPS? C'est 24 satellites qui gravitent à 20 000 km d'altitude. Donc la surface terrestre qui va être approximée par un ellipsoïde, puisqu'elle n'est pas tout à fait sphérique. Et en fait, comment se localiser sur notre planète et avoir en plus l'heure atomique, hein. Donc derrière ces notions, c'est de la géométrie dans l'espace. Donc en terminal S et en terminal S spécialité, représentation paramétrique d'une droite, vecteur normal à un plan. Donc là, je vous ai mis les programmes. On va utiliser un logiciel de calcul formel, hein, ce qui fait partie aussi des programmes de lycée, pour nous aider dans des calculs. Donc en fait, une balise GPS est localisée par 3 ou 4 satellites. D'accord? Ça donne 3 distances. Alors, les distances, je vous ai mis là la formule mathématique, dans un repère orthonormé. Ici, nous avons la distance de la balise GPS au satellite. A, B et C sont les coordonnées du satellite. Ça, chaque satellite envoie ses coordonnées cartésiennes à la balise. Coordonnées cartésiennes dans un repère orthonormé du centre, celui de la Terre. Il envoie également l'heure atomique. Il y a des horloges atomiques dans le GPS. Et en fait, X, Y, Z sont les coordonnées spatiales inconnues de la balise. Quand on se promène avec notre voiture, X, Y, Z sont les coordonnées de notre voiture. Alors le rayon, il est soit connu, soit inconnu. C'est-à-dire la distance du récepteur au satellite. Elle va être connue par exemple, s'il y a une horloge atomique dans le récepteur. Parce qu'après, il fait la différence, il calcule la différence des temps entre celui de l'émission et celui de la réception. Il multiplie par la vitesse de la lumière et on a la distance. Le problème, c'est que dans nos récepteurs GPS, il n'y a pas d'horloge atomique. Donc le temps est aussi une inconnue. En fait, c'est les satellites qui vont envoyer le temps, qui vont envoyer l'heure au récepteur. Donc on a 3 ou 4 équations à 3 ou 4 inconnues, puisqu'on a 3 ou 4 satellites, mais en fait on se ramène à des systèmes linéaires. En soustrayant les équations, on va pouvoir éliminer les termes en x au carré, y carré, z au carré. Donc on se ramène à un système linéaire qu'on peut résoudre en terminale. On va utiliser un logiciel de calcul formel pour aider dans les calculs. Alors c'est pareil, j'ai des documents que je fais avec mes élèves. Je n'aurai pas le temps de vous les montrer. Pour aller plus loin, on peut parler de coordonnées géographiques. Alors ça, c'est abordé en BTS.
parce qu'en fait, le GPS, il transforme les coordonnées cartésiennes en coordonnées géographiques, latitude, longitude et altitude. Hein, donc avec ces formules-là. Dans un GPS, quand vous rentrez un itinéraire, il va calculer le plus court chemin. Soit en temps, soit en coût, soit en distance. Après, on peut paramétrer. Donc par exemple, si je veux me rendre de la ville A à la ville B en parcourant le moins de kilomètres possible, en terminale ES spécialité, on peut mettre en place l'algorithme de Dijkstra qui permet de répondre à la question. Alors c'est quoi cet algorithme? Donc je pars de A. Toutes les autres villes ici sont à distance infinie au début, puisqu'on est en A. De A, je peux aller en C ou en E. 60 km 240. Donc j'écris ici les deux nombres, C et E. Je prends la distance la plus courte, C. En C, je peux aller en D ou en G. Donc sous D et sous G, je vais mettre les distances correspondantes. En fait, je fais la somme, 290 plus 60, 350. On met à jour les kilomètres. Je choisis la distance la plus courte sur la ligne et je recommence. Ça fait un algorithme qui permet de trouver le plus court chemin, qui est celui-ci. Donc pour aller de A à B, par exemple, il faut passer par la ville C, puis G, puis D, et arriver en B pour un total de 590 km. Donc ça, c'est un algorithme qui apparaît dans le système GPS. Donc ensuite, ils prennent un bout d'autoroute, et très en retard, la vitesse est excessive, 150 km/h. Donc derrière cet excès de vitesse, les programmes scolaires, la proportionnalité, passage à l'unité, calculer des distances parcourues, des vitesses moyennes, des durées de parcours. Donc sur 100 km, en fait, on peut se rendre compte, on peut regarder combien de temps il va gagner. Il roule à 150 km, il va mettre 40 minutes. Donc un petit calcul. Et à 130 km/h, combien il va mettre? À votre avis? Il va mettre un peu plus. Bon, il va mettre 46 quand même. Il va mettre 46. Bon, ceci dit, il va gagner que 6 minutes. Il va gagner que 6 minutes, c'est-à-dire un gain de 3,7 secondes par kilomètre. Bon, c'est pas énorme. Pour faire un peu de morale, c'est pas énorme. Donc il commet une infraction de 20 km/h. Il s'expose à une amende de 90 €, plus le prix du carburant, la surconsommation. Parce que plus on va vite, et la surconsommation, elle est pas linéaire. Alors par contre, je ne vais pas vous encourager à rouler vite en ville, mais si je roule à 70 km/h en ville au lieu de 50, j'ai toujours un excès de vitesse de 20, mais là je gagne 20,6 secondes par kilomètre. Donc c'est beaucoup plus rentable, c'est 5 à 6 fois plus. Bon. Ouais, c'est moins moral. Donc surtout dans une panse à 10%, donc le panneau 10%, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire le panneau 10%? Bon là il est Qu'est-ce qu'il veut dire le panneau 10%? Alors parcours comment? Justement. Chez les charpentiers, c'est parcours à l'horizontale. Voilà. Sur la route, c'est pas à l'horizontale. Non, sur la route, effectivement, c'est pas la pente. C'est le parcours. 100 mètres parcourus par la voiture. Ouais. C'est pas la définition de la pente. Ouais, voilà. Donc triangle rectangle, relation trigonométrique. Effectivement, qu'est-ce que signifie ce panneau? Quand on parcourt 100 mètres, on descend de 10 mètres. C'est pas la pente, ça s'appelle la déclivité. Donc l'angle, par exemple, pour une pente à 10%, l'angle il vaut 5,74 avec la fonction sinus. Par contre, en topographie, quand on parle de pente à 10%, c'est bien la pente. C'est-à-dire que quand je descends de 10 mètres, je parcours 100 mètres horizontalement. D'accord? Donc pour avoir l'angle, maintenant c'est la fonction tangente. Alors c'est 5,71.
En fait, on peut se rendre compte que pour des angles usuels, petits, la pente et la déclivité, c'est quasiment la même chose. C'est pour ça que bon, il y a de la confusion. Donc arrivé à l'aéroport, il freine brutalement sur la chaussée mouillée. Donc on est toujours sur le code de la route avec les distances de sécurité qui apparaissent dans les programmes scolaires. Programme actuel, thème de convergence en 6e, qui parle bien de sécurité routière, informations relatives, en évidence les liens entre vitesse et distance d'arrêt. Donc en fait, la distance d'arrêt d'un véhicule, elle est la somme de deux distances. D'abord, la distance liée au temps de réaction. Avant d'appuyer sur la pédale, il y a un temps. Le code de la route considère que c'est 1 seconde, à peu près, dans des bonnes conditions. Donc voilà, sobre, reposé, on n'a pas bu. Bon. Et il y a la distance de freinage en elle-même qui correspond à la distance parcourue quand on a appuyé sur la pédale de frein. Alors, pendant une seconde, on parcourt 5/18e de sa vitesse. D'où sort ce 5/18e? C'est la conversion des km/h en mètres par seconde, tout simplement. Donc la distance de réaction, c'est 5/18e de la vitesse. Ensuite, la distance de freinage, elle est aussi liée à la vitesse. Et on a une modélisation basée sur un véhicule moyen qui donne la distance de freinage par cette formule-là. Et là, elle est proportionnelle au carré de la vitesse. Et elle dépend aussi du coefficient d'adhérence de la route, suivant qu'il y a du verglas, que la route est bien sèche, etc. Donc un coefficient donné ici. 0,8 sur route sèche, 0,05 sur route verglacée. Donc quand on fait la somme, on obtient une formule. Et on peut calculer les différentes distances de freinage suivant que la route est sèche ou mouillée. Et en fait, on se rend compte de quelque chose. D'ailleurs, qu'est-ce que vous remarquez dans ce tableau? Oui. Il y a autre chose à remarquer par rapport au code de la route. Exactement. Vous voyez, les distances de freinage ici, c'est du même ordre. Vous voyez, quand la route est mouillée, on doit rouler à 110 et plus à 130. Quand on est à 110, on doit rouler à 100. Vous voyez les distances de freinage? Attendez, je vous ai fait la correspondance plus loin. Voilà. Quand on roule à 100, on doit rouler à 90, etc. Donc voilà, ça sort de là. Et quand on roule à 50, on doit rouler à 50. Voilà, pour terminer sur ces distances de sécurité, dans le code de la route, on préconise de tenir une distance de sécurité correspondant à la distance parcourue pendant 2 secondes. Je ne sais pas si vous le saviez, c'est dans le code de la route. Alors, par exemple, il suffit de repérer un objet sur le bord de la route, de compter 2 secondes et de tenir la distance de sécurité correspondante. Donc 2 secondes, puisque 1 seconde, on l'a vu tout à l'heure, c'est 5/18e de la vitesse, 2 secondes, c'est 5/9e de la vitesse. 5/9e, c'est légèrement plus que la moitié. Donc quand on roule à 90, on doit tenir une distance de sécurité de 50 mètres, qui correspond à la formule. 130, 70 mètres. Donc les chevrons, là, ils sont calibrés comme ça, en fait. Donc il arrive au terminal sous une pluie battante. Alors là, de manière un petit peu plus humoristique, les mathématiques peuvent nous dire s'il vaut mieux marcher ou courir sous la pluie. Donc c'est de la géométrie dans l'espace, étude d'une fonction, tableau de variation. Et à votre avis, vaut-il mieux courir ou marcher sous la pluie? Pour une même distance, évidemment. Ça dépend, c'est le sens de la pluie. Oui. Si la pluie est verticale, ou bien... Oui. En fait,
On modélise un petit peu la situation, on prend un vecteur pluie, un vecteur pluie dans l'espace, donc il y a des composantes dans un repère orthonormé, une verticale, une horizontale et puis une latérale. Le sigisement, on va le modéliser par un parallélépipède rectangle pour connaître la quantité de pluie qu'il va recevoir. Voilà. Donc, on calcule la quantité de pluie reçue par sigisement durant son trajet. Alors, il y a un peu de calcul, un petit peu pas forcément très joli. Mais qu'est-ce qu'on montre? On montre qu'effectivement, dans la majorité des cas, il vaut mieux courir sous la pluie. Ça part un peu naturel. On reçoit plus d'eau, mais sur le total, on aura moins d'eau. Sauf si, effectivement, la pluie a une composante arrière, c'est-à-dire dans le même sens que nous. Et à ce moment-là, il faut marcher ou courir à la même vitesse que la pluie. Si on va plus vite que la pluie, on sera plus mouillé. Vous voyez, on voit bien les traits quand on regarde, il faut essayer d'aller à la même vitesse. Pour aller plus loin, j'aurais pu vous parler, puisqu'on est sur la météo, de l'évolution des températures. On est un petit peu dans ce climat-là en ce moment. En prenant les températures depuis 1900, avec des outils vus en terminale, un petit peu ES et STMG, par exemple, avec une droite des moindres carrés, faire une prévision pour les années 2050. Et si les températures augmentent comme elles le font depuis les années 80, on peut se rendre compte qu'en 2050, on aura 3 degrés de plus. Hein? Là, ça, c'est les températures depuis 1945. Et donc, avec la droite des moindres carrés, d'ailleurs que je n'ai pas tracé ici, on va obtenir 3 degrés de plus, si rien n'est fait. Et si ça continue comme depuis les années 80. Pour terminer, donc ils veulent embarquer, il n'y a plus de place dans l'avion, ça vous est peut-être déjà arrivé. Ça peut arriver, ça s'appelle le surbooking, surréservation. De quoi il s'agit ? Eh bien, en général, il y a toujours un pourcentage de gens qui ne se présentent pas à l'embarquement. Et ça, c'est préjudiciable pour une compagnie. Alors, par exemple, parce qu'ils ont eu des embouteillages sur la route, parce qu'il y a des businessmen qui ont acheté des billets, certes plus chers, mais qui peuvent être remboursés. Donc, ils ne se présentent pas, ils prennent un autre vol. Il y en a qui achètent des allers-retours qui sont moins chers, ça existe, que l'aller. Donc, je prends l'aller-retour et puis je ne prends pas le retour. Donc, il y a un taux de no-show estimé entre 4 et 10%. Donc, derrière cette étude-là, c'est des probabilités de terminal, toutes filières confondues. Donc, l'intervalle de fluctuation asymptotique, prise de décision, utilisation du tableur. Alors, par exemple, 275 places dans l'avion. La compagnie veut vendre N places, alors plus que 275. Elle estime, par expérience, le taux de no-show, c'est-à-dire de non-présentation à l'embarquement, à 6%. Dans un premier temps, elle veut au moins 95% de chances que tous les passagers embarquent. Donc elle veut prendre le risque que 5% de malchance qu'il y a au moins un passager qui n'embarque pas. Donc derrière ça, il y a des maths de lycée, de cycle terminal. Donc si je note xn, c'est une variable aléatoire qui désigne le nombre de personnes qui ne vont pas se présenter. C'est une variable aléatoire parce qu'on ne la connaît pas à l'avance. Ça suit une loi classique du lycée, une loi binomiale. L'intervalle de fluctuation asymptotique, c'est cet intervalle-là un petit peu répugnant. À quoi il correspond ? C'est en fait, la xn sur n, c'est la fréquence de gens qui se présentent à l'embarquement. C'est la fréquence. Et donc, avec une probabilité de 0,95, avec 95% de chance, cette fréquence-là est dans cet intervalle-là. Ça veut dire que si je fais une simulation de 10 000 fréquences, il n'y aura que 5% des fréquences qui ne seront pas dans cet intervalle-là. Et ça va aider la compagnie à prendre une décision.
puisqu'elle cherche le nombre de places pour que cet intervalle-là soit inclus dans celui-là. C'est-à-dire que Xn soit inférieur à 275. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui se présentent à l'embarquement soit inférieur au nombre de places dans l'avion. C'est ce qu'elle veut. Elle calcule le plus grand N, c'est-à-dire le plus grand nombre de places à mettre dans l'avion pour que ça marche, et elle trouve 284 places. En tout cas, c'est un exercice qu'on fait en terminale. Alors, pour terminer, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En fait, une compagnie aérienne, elle cherche plutôt à rentabiliser son chiffre d'affaires. Donc, j'ai pris un modèle simplifié, mais avec des données plutôt concrètes. Un prix moyen du billet à 800 €. Elle va rembourser environ 60% des billets no-show. Elle va rembourser en moyenne 200% du prix de billet, 600 € de dédommagement, frais d'hôtel, etc. D'accord ? IS demande maintenant combien elle doit vendre de places pour optimiser son chiffre d'affaires. Et donc ça se passe sur tableur. On simule sur tableur ces variables aléatoires-là. Donc Xn, c'est toujours le nombre de personnes qui se présentent à l'embarquement. Yn, c'est le nombre de personnes qui vont avoir un refus d'embarquer. Et Gn, c'est le chiffre d'affaires. Donc il y a des formules. Bon, voilà, on arrive à ces formules-là. On simule sur tableur. On fait une simulation de 10 000. Donc on fait une simulation de 10 000 simulations. Et statistiquement, on obtient ces résultats-là. Oui, excusez-moi, je n'ai pas vu. Et donc, la compagnie va vendre 292 billets. Voilà, donc je suis un petit peu en retard, excusez-moi. Donc, je conclus en vous disant que si Gismond et Tech vont rentrer chez eux, puisqu'ils n'ont pas de place dans l'avion, et puis par une petite citation de Marcel Proust.